Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de la chute d'un dividende aristocrate qu'on appelle VFC Corporation. Donc, pour ceux qui se rappellent bien, on l'appelle VFC normalement, mais c'est VF Corporation ici. C'est une compagnie qui distribue un dividende ici, je ne sais pas depuis combien d'années, parce que je ne connais pas tous les dividendes aristocrates, je ne connais pas le nombre d'années ici, donc parce que ce n'est pas une métrique qui, moi, m'intéresse. Donc, elle avait un dividende assez stable et croissant ici dans le temps. Et dernièrement, elle a décidé, lors de la publication de ses rapports financiers, de baisser le dividende ici de 40%. Donc, on sait que le marché n'a pas apprécié cela. Et si vous vous souvenez bien, on a fait une vidéo ici sur cette compagnie-ci, il y a de cela 4 mois, où justement, le titre de la vidéo, c'était gros dividende safe, entre parenthèses. La conclusion était simple. L'entreprise, si on ne prend pas en considération la dette, a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Donc, le dividende peut consommer à peu près aux alentours de 800 millions par an. Et on rapportait à peu près aux alentours de 1,2 milliard quand on prenait une marge nette ici aux alentours de 10%. OK? En supplément de ça, au prix qui était affiché ce jour-là, si on prenait en considération la dette, le rendement de dividende était aux alentours de 5,7% par là. D'accord? Enfin, quand je dis rendement de dividende, ce n'est pas celui qui est versé, c'est celui qui est versé si on vous verse la totalité des bénéfices nets ici et qu'on prend en considération la dette, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 5,7%. So, généralement, j'aime utiliser cette métrique-là parce que ça me permet de voir quel est le maximum de dividende qu'une entreprise peut verser. Et là, on était déjà sur une borne assez supérieure. Malgré le fait que je sais que les entreprises, généralement, quand elles versent un dividende, ce n'est pas une métrique qu'elles vont regarder, mais nous, notre rôle est de faire ce travail-là. J'avais dit ceci. Même si le prix affiché, parce qu'on avait calculé c'était aux alentours de 47 dollars, 48 dollars l'action, je pense bien, la valorisation, si je me rappelle bien, je vous ai dit que le prix n'était pas assez intéressant pour le risque qu'on allait prendre. Parce que ce genre de business, qui en période difficile, ne se comporte pas bien du tout. Parce que c'est la consommation discrétionnaire. D'accord? Donc, c'est ce genre de choses on peut s'en passer en période difficile. Et quand on parle d'inflation ici, il faut encore voir est-ce qu'elles ont des marques fortes. Déjà, VFC Corporation, c'est quoi? C'est une entreprise ici qui vend c'est une entreprise ici qui vend plusieurs types de produits liés au domaine du vêtement ici, vêtements, chaussures. Donc, si vous connaissez les marques Vans, Timberland, c'est elle qui possède les marques Vans et Timberland. Si vous connaissez également les marques de sac à dos Yann Sport, Eastpak, c'est également elle qui vend qui a ces marques-là. Si vous connaissez également la marque Suprême, et notamment Suprême, entre parenthèses, l'acquisition qu'ils ont fait de Suprême, ils ont trop payé pour acheter Suprême. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont acheté Suprême à ce prix-là. Donc c'est même Suprême qui a mis en danger, même pas en danger, mais c'est Suprême qui a affaibli ici le bilan comptable de cette compagnie-ci avec une dette très élevée. Enfin, quand on dit une dette très élevée, c'est que la dette est gérable, mais vu la situation actuelle, il vaut mieux se protéger. Donc, il ne faut pas tenter le diable. D'accord? Donc, le fait qu'on coupe le dividende ici, est-ce que c'est un aveu ici de mauvaise gestion? Je dirais oui. C'est un aveu de mauvaise gestion du management, mais c'est également c'est également ici un bon... Comment on appelle ça encore? Pour moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir coupé. D'accord? C'est une bonne chose de l'avoir coupé. Surtout qu'ils ont changé de manager, de CEO ici. Donc, le nouveau CEO, la première chose qu'il a fait, c'est couper le dividende. Parce que oui, ce dividende-là, il était tenable, mais ça ne nous permettait pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et encore, cette entreprise-ci, avant, si vous lisez les rapports financiers, vous allez vous rendre compte qu'elle avait une situation ici, notamment avec le fisc américain, notamment parce que par rapport à l'acquisition de Timberland, je pense que c'était en 2001 ou bien en 2011, je ne me rappelle pas. Donc, Timberland, ici, ils ont été condamnés à payer près de 800 millions en termes au fisc américain par rapport à cet achat-là. Donc, 800 millions, c'est à payer en date d'aujourd'hui. Donc, 800 millions, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de free cash flow. On ne va pas pouvoir payer le dividende de 800 millions ici. On va devoir prendre en considération, on va devoir prendre du cash on va devoir puiser dans la trésorerie de l'entreprise et ça va encore plus mettre à mal le bilan financier de cette compagnie-ci. Donc avant, quand on fait cette vidéo, si on était aux alentours de 6 milliards de dettes, là on est aux alentours de 7 milliards de dettes. Donc est-ce que l'entreprise donc à 7 milliards de dettes doit se permettre de s'endetter pour payer un dividende? Je dirais non. C'est la bonne manière. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir coupé ce dividende-là. OK? Ça nous permet également de parler de la marge de sécurité. Vous avez vu ici le raisonnement selon lequel on achète une entreprise parce qu'elle verse un dividende année après année, blablabla, ça va continuer dans le temps, elle a augmenté son dividende, machin, tout ça. Ce sont des conneries. Comme j'ai toujours dit une chose, hein, sur le plan quantitatif, vous pouvez analyser cette compagnie-ci, vous trouvez que la valeur est aux alentours de 48 dollars l'action. 1. Mais vous n'allez pas l'acheter à 48 dollars l'action parce que l'entreprise cote à 38, parce qu'on va vous dire que non, elle est légèrement sous-évaluée, donc je l'achète en date d'aujourd'hui. Non. Gardez-vous toujours une marge de sécurité d'au moins 40%. C'est-à-dire que si
moi, je préfère 50%, on va le dire 50%. Si l'entreprise, je valorise cette compagnie-ci à $48, je ne vais pas l'acheter à $48, je l'achète au moins à partir de $25, 25-30 l'action. C'est à ce moment-là que je vais commencer à m'intéresser à cette compagnie-ci. D'accord? Donc, même si j'étais quelqu'un qui investait dans le dividende, je n'aurais pas acheté cette compagnie-là à ce prix-là. Tout simplement parce que déjà connaissant le type d'industrie qu'on a, d'accord, la période dans laquelle on se retrouve ici aujourd'hui, également le niveau d'endettement qu'on a en date d'aujourd'hui, je vais me dire, OK, oui, c'est une entreprise assez correcte, mais je demande un prix décoté supplémentaire ici pour me protéger contre mon ignorance. Est-ce que j'aurais pu anticiper qu'on coupe ce dividende-là? Non, pas du tout. D'accord? Mais je n'aurais sûrement pas acheté cette compagnie-là à ce prix-là. OK? Donc, c'est une vidéo qui elle vieillit très bien. Donc, je vous encourage à aller la voir parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit dessus qui, voilà, qui s'appliquent encore en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, ici, je fais de l'analyse quantitative, hein. Il ne faut pas confondre avec l'analyse fondamentale. Le fondamental, c'est deux choses, le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Donc, si on avait mis le nez dans les rapports financiers, d'accord, on aurait découvert que le 800 millions par rapport à Timberland doit être payé. On aurait également découvert que l'industrie en elle-même ici est assez, la période actuelle est assez, enfin, on n'a même pas besoin de rentrer à l'intérieur pour savoir que consommation discrétionnaire, on va souffrir pendant la période actuelle. Donc, on aurait pu le voir dans les rapports financiers déjà. Quand vous regardez, c'est pas comme si elle a eu un mauvais trimestre, hein. Elle a eu un trimestre assez correct par rapport à la période précédente. OK? Donc, elle a dégagé à peu près 1,31 $ par action ici au trimestre précédent. D'accord? Ici. Mais quand vous regardez bien sur les 9 derniers mois, elle a un bénéfice net par action de $0,86 ici. 0,86 $, moins $1, alors qu'on avait précédemment quelque chose en dessous de $3,34 ici. OK? Donc, techniquement ici, on s'entend que c'est quelque chose on a ici, voilà, on a quelque chose de moins élevé, enfin, quand on dit moins élevé, même c'est peu dire. Donc c'est une catastrophe, littéralement, par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est une catastrophe, oui, mais il faut savoir pourquoi. C'est le pourquoi qui est important quand on investit. C'est le pourquoi qui est important. Déjà, quand vous regardez ici, vous allez vous rendre compte que dans ces différents éléments, il y a des charges, il y a des charges extraordinaires, comme ici. Vous allez également voir une autre charge ici. Quand on joint déjà ces deux-là, on est déjà à près de 500 millions par là. Et il y en a d'autres également qu'on peut retrouver un peu plus tard. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut toujours lire les rapports financiers. Voilà, quand bien même les chiffres semblent être mignons, il faut aller regarder en profondeur. Et encore, quand vous regardez dans cette entreprise-ci, toutes les entreprises qui existent dans la consommation discrétionnaire ici aujourd'hui vont avoir des problèmes liés à l'inventaire. Et quand on a des problèmes liés à l'inventaire, on va devoir accorder des discounts. Parce que dites-vous que cette entreprise-ci, elle vend, premièrement, elle vend directement au consommateur, donc directement sur son site web. D'accord? Elles vendent directement aux consommateurs. Et l'autre partie, la plus grosse partie du business, c'est le direct to consumer. Donc, on peut le voir ici. Donc, où est-ce qu'ils ont mis direct to consumer ici? Où est-ce qu'ils ont noté ça? Bref, la plus grosse partie ici du business, c'est direct to consumer. Donc, on vend la vente directe aux consommateurs. D'accord? On va le dire comme c'est simple à dire comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on vend directement en ligne ici. La deuxième partie ici, qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires, ou bien moins que ça, c'est à peu près la partie warehouse. Warehouse, ça veut dire que les marques Vans, quand vous les achetez par exemple dans un magasin comme Foot Locker, en fait, Foot Locker c'est un warehouse, c'est-à-dire que c'est la vente en gros, donc pour d'autres magasins. Donc les autres magasins vendent pour nous, donc ils achètent en gros. Donc c'est un peu comme ça. Donc dans ces marques ici phares, on a Vans, ok, on a North Face, on a Timberland, on a Dickies. Faites attention quand vous regardez ce genre d'entreprise parce que vous pouvez tomber amoureux des marques. Personnellement, je me rappelle de la marque Vans. Est-ce que je peux porter Vans aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça ne s'adresse surtout pas à moi. North Face, oui. Notamment ici, vu qu'on est au Canada, il fait grand froid ici, donc techniquement, la marque North Face est quand même réputée par rapport à ce genre de situation-là. Donc c'est quelque chose qui se vend très bien, notamment dans les pays assez froids ici. Mais elle essaie également de se diversifier ailleurs, d'accord? Mais ça reste une belle marque. Donc vous voyez ici que cette marque-là a connu ici la période précédente ici, voilà, ça se passe bien pour elle. Ok? Généralement la période du mois de décembre également, c'est une période c'est une bonne période ici pour les marques polaires ici, d'accord? Donc Timberland. Tout le monde connaît Timberland, ok? Donc, moi, j'aimais bien les Timberland quand j'étais un peu plus jeune. Donc, je me rappelle bien que une fois, j'avais pleuré pour qu'on m'achète des Timberland. Mon père m'avait acheté une Timberland, mais enfin, techniquement, c'était pas une Timberland, c'était une fausse Timberland à la fin de la journée. Enfin, quelque chose qui ressemblait à une Timberland. Donc, franchement, j'aimais quand même cette chaussure-là, mais aujourd'hui, je ne peux pas porter Timberland. Ça ne s'adresse pas à moi. Je ne suis pas le public pour la Timberland. Mais
techniquement, c'est une très belle marque. Dickies également, je la connais juste par rapport aux pantalons, aux jeans, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai déjà porté. Donc, ce genre de marque ne s'adresse pas à moi et vous pouvez voir qu'il y a une hécatombe ici. Et ce sont le business model, enfin pas le business model, mais la plus grosse partie du revenu de cette entreprise, ce sont ces 4 marques-ci. Et quand on parle de marque ici, c'est le marketing qui vient derrière également. Et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est encore plus facile de créer et de faire, de créer et de faire prospérer une marque aujourd'hui. D'accord, notamment avec les Instagram, les Facebook, les relations avec les influenceurs, etc. C'est plus facile aujourd'hui le marketing. OK? Donc, quand vous remarquez des entreprises comme Suprême, avant c'était juste un t-shirt blanc avec un logo dessus, point barre, et ça s'est vendu à plusieurs milliards plus tard. Donc, il faut faire attention, ça devient de plus en plus facile aujourd'hui. Vous allez également voir une entreprise ici qu'on appelle, je pense que c'est Dick Sporting Good. Dick Sporting Good a créé ici une marque, d'accord, une marque qu'on appelle, je pense c'est Oka, si je ne me trompe pas, c'est une marque de chaussures de sport, d'accord, donc on va juste regarder ça ici, j'espère, voilà, Oka, en quelques années, Oka est devenue une marque à plusieurs milliards, en quelques années, là où on avait déjà les Adidas, les Nike, les Asics, Oka est devenue une marque à plusieurs milliards et c'est une marque, regardez, ici vous pouvez voir, je le cite en question, vous allez voir ici qu'il y a 9000 commentaires positifs, d'accord, je ne sais pas ce que cette chaussure-là a, mais elle se vend très très bien comme des petits pains. Donc vous avez vu également l'émergence des marques comme Lululemon, l'émergence des marques comme, comment on appelle ça, comme Under Armour, donc ça devient de plus en plus facile de creuser son sillon ici dans ce genre de business-ci. Donc vous allez voir des entreprises comme VF Corporation, si elle ne fait pas attention, même si vous avez des marques comme Vans, North Face, Timberland, ça ne veut rien dire du tout. Du moment où s'il n'y a pas d'innovation derrière, il n'y a pas de stratégie marketing, ça ne va pas marcher. Donc il faut faire attention, il ne faut pas tomber amoureux du produit ici derrière. D'accord? Donc c'est un business assez difficile à gérer. Moi je vous le dis, c'est un business assez difficile à gérer. D'accord? Ne confondez pas ça avec les LVMH, etc. Et encore, même dans le domaine du luxe, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Je peux vous montrer des marques de luxe ici qui ne rapportent pas d'argent du tout. OK? Alors que ce sont des marques de luxe, elles peuvent augmenter les prix, etc. Mais c'est la perception de valeur du public qui est changeante. Et ça, c'est difficile à faire. Donc, il faut bien poser la question à Bernard Arnault comment il fait pour pouvoir gérer tout ça. OK? C'est sa stratégie qui est la meilleure sans doute. Donc, vous pouvez remarquer ici, donc c'est ce qu'on cherchait direct to consumer ici. Donc, vous voyez direct to consumer digital, etc. Voilà, c'est à peu près à quoi ça ressemble. Bref. Excusez-moi. Il faut également constater il faut que je précise. Elle a également des magasins. Il faut que je précise. Elle a également des magasins individuels. Donc, le direct to consumer, ce n'est pas juste en ligne. On a également des magasins individuels. Donc, la période actuelle nous a impacté négativement. Maintenant, à partir de là, le management a décidé de faire plusieurs choses. Notamment, elle va se départir de certaines marques, d'accord? Donc, certaines marques comme les marques de sac Itzpac, des marques comme Yann Sport, etc. Donc, elle va les vendre. Donc, le revenu aura tendance à baisser dans les mois à venir. Donc, elle va vendre ces marques-là parce qu'elle veut se recentrer uniquement sur ces marques fortes, donc notamment les Vans, les Dickies, comment on appelle ça encore, les North Face. D'accord? Elle va se concentrer sur ces marques-là. Donc, elle a coupé son dividende justement parce qu'elle veut absolument déjà... elle veut... Comment on dit ça? Elle veut déjà rembourser la dette, on va le dire comme ça. Ouais, elle veut rembourser la dette, ce qui est tout à fait normal. Donc, moi, ce n'est pas une décision qui me dérange personnellement. D'accord? Ce n'est pas comme si on a coupé complètement le dividende. D'accord? On a juste réduit ce dividende-là afin d'avoir quelque chose qui est assez gérable. Comme je dis toujours, le dividende n'est pas une récompense aux actionnaires, pas du tout. D'accord? Si une entreprise ici peut faire plusieurs choses avec son dividende ici, soit elle rachète des actions, soit elle repaye la dette ici, soit elle vous verse un dividende. La question le plus importante pour vous, c'est de savoir est-ce que cette entreprise a la capacité de pouvoir maintenir au moins ses bénéfices nets dans le temps. C'est la question la plus importante, et avoir une dette assez gérable. La question, et également, il faut voir si le business model ne sera pas balbutiant dans le futur. Donc, pour VF Corporation ici, je dirais, on va passer directement à l'évaluation parce que tout c'est écrit ici. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers. Je vous encourage à aller écouter le conference call, d'accord? Il est là, le transcript. Allez-y, le lire. C'est très important. Donc, si vous voulez investir dans cette compagnie-ci, vous ne pouvez, de toute façon, quand vous voulez lire, quand une compagnie vous intéresse, je trouve de plus en plus intéressant de toujours lire le transcript. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais ces 2 dernières années, j'accorde plus d'importance au transcript ici parce que c'est bien de me dire que oui, le revenu est croissant, le revenu est décroissant parce que voilà, il y a une fluctuation ici des taux de change, etc. Mais j'aime également voir les questions que les analystes posent. Moi, ça m'intéresse, hormis le fait, ce ne sont pas les target price des analystes qui m'intéressent, mais c'est surtout les questions qu'ils vont poser ici. Donc, moi, je veux également voir, vu que moi, je n'ai pas la possibilité de poser ces questions-là au management, il faut que je sache à peu près, voilà,
il y a des questions qui peuvent m'intéresser à l'intérieur, ok? Notamment par rapport aux économies de coûts. Nous, tout le monde mentionne ici aujourd'hui, il prévoit faire des économies de coûts, il prévoit ici vendre certaines entreprises, certaines marques fortes ici, enfin certaines marques ici qui ne sont pas indispensables pour son développement ici. Donc, voilà à peu près les éléments qu'on a, mis à part le fait qu'ils mentionnent que 2023, voilà, sera une année assez correcte pour eux. Donc, ils attendent, même s'ils pensent que la marge brute va diminuer, etc. On attend à peu près 2 dollars par action ici en termes de EPS. Techniquement, si on l'évalue à 10 fois les bénéfices, le prix actuel est tout simplement correct. Ok, si on a plus que ça, tant mieux. Donc, la priorité, c'est le remboursement de la dette ici, ce qui est une bonne chose. Donc, en termes d'évaluation, on va faire simple. On revient directement ici. Donc, comme je l'ai toujours dit, toujours, il faut lire ces rapports financiers. Quand une opportunité d'investissement se présente ici, comme celle qu'on avait probablement à ces niveaux-ci, il faut aller regarder quel est le piège derrière. Qu'est-ce que nous on ne voit pas que le marché voit. Donc ici, c'est la période actuelle qui est juste assez compliquée pour ce genre de business-ci. Donc toutes les entreprises qui sont dans la consommation discrétionnaire doivent absolument déjà avoir un bilan financier sain, d'accord, bilan financier sain, parce qu'on ne sait pas combien de temps ce cycle baissier va durer. Donc, il faut faire attention. Donc, pour VF Corporation ici, la coupe du dividende, c'est une bonne chose. Moi, c'est quelque chose comme ça, c'est parfait pour moi. Donc, de toute façon, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser personnellement au prix actuel parce que voilà, je me dis qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché, dépendamment ici par rapport à celle-ci, d'accord? Je dirais ça. Donc, on va dire comme ça. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Ok, je rappelle ici que ça, c'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés du service Top Premium. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok, donc, on revient ici. Au niveau de VF Corporation, donc, premièrement, on va regarder les marges nettes ici. Et tout en mentionnant que sur la dernière vidéo, on a pris des marges de 10%. Est-ce que je suis à l'aise encore avec des marges de 10% en date d'aujourd'hui? Je vous dirais que je pense que non. Je ne pense pas que je puisse être à l'aise avec des marges de 10% en date d'aujourd'hui. Regardez, sur les 20 dernières années, on a 8,45%. Sur les 10 dernières années, on a 9,42%. Sur les 5 dernières années, on a 7,67%. Ok, donc pourquoi est-ce que j'avais pris 10%? Parce que j'avais remarqué que sur les dernières années ici, on était aux alentours des 12% par là. Donc, il faut faire attention ici. Est-ce que je vais prendre littéralement, est-ce que je vais prendre 9,42%? Je dirais que non. Est-ce que je vais prendre le 5,67% ou bien ce que j'ai eu sur les dernières années de 5,45%? Donc, ici, les marges, comment on dit ça? Ça va être assez compliqué pour les marges, hein? Je sais que ça va être assez compliqué pour les marges, mais quand je regarde le management ici, il mentionne qu'on attend à peu près 2 dollars par action. Donc, ce que je pourrais également regarder ici, c'est le net income par rapport à ce que les analystes pensent quoi. OK? Eux, ils connaissent mieux le dossier que moi. Si je regarde le dossier de manière quantitativement parlant, il faut toujours que je regarde quelle est l'estimation en termes de bénéfices nets du management, des analystes ici. Les analystes attendent 1 milliard sur les 3 prochaines années. OK, ça c'est sur les 3 prochaines années. Donc je regarde encore ici par rapport à l'année prochaine, donc d'ici la fin de l'année, ils attendent à peu près combien en termes de bénéfices nets ici? On attend à peu près 800 millions. OK, 800 millions ici, c'est l'équivalent ici de combien par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Donc on prend ici 800 millions, disons divisé par 12, on va le dire comme ça. Donc on sera à peu près aux alentours de... Non, attendez, à peu près 800 divisé par 12 milliards, c'est pour faire simple, on est à peu près à 6,66%. Mais quand on regarde bien ici, est-ce qu'on s'attend à combien quel est le revenu attendu à la fin de l'année ici? On sera à peu près ici. On s'attend à peu près à quelque chose à 11 milliards 820. Rappelez-vous, on était à près de 11 milliards l'année, à 12 milliards sur la dernière vidéo. Donc ce que je vais faire ici, c'est simple. Je prends 11 milliards 820. Ici, on s'attend à 800 millions en termes de bénéfices nets l'année prochaine, d'accord? 11, 820. Même si ce bénéfice net aura tendance à augmenter à partir de la troisième année vers les 1 milliard. Donc voilà, je sais qu'il va avoir tendance à augmenter. Donc je le prends en termes de chiffres ronds ici. Ça sera plus facile pour moi. Si on a plus que ça, tant mieux. Si on a moins que ça, au moins on se sera protégé ici en payant un prix moins élevé. Donc en termes de PER ici, je prendrai 20 fois les bénéfices. Et c'est ça parce que je suis assez généreux, mais je sais que ce genre d'entreprise-ci ne va pas avoir tendance à s'échanger à des PER très très bas par rapport à la période actuelle. Et l'augmentation des taux d'intérêt aura un impact ici. Mais vu que je prends en considération la dette, je sais que je sous-paye déjà par rapport à ce qui va être présenté ici sur le marché en moyenne. Donc, en nombre d'actions ici, on a combien? Donc, nombre d'actions, on prend ça, on descend ici, on valide ça et on met ça comme ça. En termes de nombre d'actions, nous avons combien en date d'aujourd'hui? Alors, nous avons 188,19. Donc,
Je vais mettre ici 189, ça ne va pas me casser la tête avec ça. 3, 8, 9, ça ne va pas changer grand-chose. Le PER moyen ici, voilà, je l'ai déjà mis. La dette nette ici, elle est à 6 milliards 900, 5 000, je pense que c'est 6 milliards 900, je vais mettre 7 milliards ici parce que voilà, va me casser la tête plus que ça. Donc, ça ne va pas changer énormément de choses. Pour ceux qui veulent la précision, vous avez vu comment j'ai fait ici. Vous pouvez également le faire. Comme j'ai toujours dit, évaluer une entreprise, c'est une question d'intervalle de valeur. Ce n'est pas un chiffre rond. D'accord? Je peux trouver 30 dollars, tu trouves 35 dollars, je n'ai pas forcément tort, tu n'as pas forcément tort. OK? Donc, ce qui est sûr, personne d'entre nous ne doit l'acheter à 30 dollars. OK? Si tu trouves 35 dollars, 50% de moins, tu seras à combien? Aux alentours de 17 dollars 50. OK? Si je trouve 30 dollars, je vais l'acheter aux alentours de 15 dollars. Ce qui est sûr, si l'un ou l'autre, si on l'achète à 20 dollars, c'est toujours une bonne chose, mais personne ne l'achètera sans doute à 30 ou 35 dollars. Il faut toujours se garder une marge de sécurité supplémentaire. La marge de sécurité, comme je dis toujours, c'est une protection contre notre ignorance. Donc, admettons qu'après avoir fait la vidéo sur 10%, je me rends compte que, il faut plutôt ajuster la marge nette ici. De toutes les façons, le prix proposé ici ne m'intéressait pas. Donc, comme j'ai toujours dit, on lit les rapports financiers. D'accord? Donc, quand on fait une évaluation ici quantitative, il faut toujours faire attention parce qu'on peut faire raconter aux chiffres tout ce qu'on veut. Si je prends ici des PER de 40 ici, vous allez dire, c'est sous-évalué, mais non. Est-ce que c'est judicieux de prendre des PER de 40? C'est la question qu'on doit se poser généralement. Donc, il faut faire très attention. Évaluer une entreprise, c'est de l'art. Ce n'est pas une science exacte. Il faut faire très attention. Il faut prendre plusieurs choses et les recoller afin de pouvoir raconter la meilleure histoire possible. OK? Attention, quand je dis la meilleure histoire possible, faut faire attention. Parce que si on aime l'entreprise, on aura tendance à raconter uniquement de belles histoires. Or, ce genre de business-ci, quand le prix est intéressant, on va regarder les mauvaises nouvelles. Et par rapport à ces mauvaises nouvelles-là, on essaye de se faire un avis. Vous imaginez imaginez-vous quand vous regardez généralement la plupart du temps sur YouTube des vidéos qui annoncent essentiellement, qui parlent essentiellement de mauvaises nouvelles. Vous commencez à être de plus en plus pessimiste. En fait, c'est le travail que vous devez faire quand vous aimez une entreprise. Il faut absolument décrire comment on appelle ça, votre hypothèse optimiste. Il faut la décrire. D'accord? Quand je dis détruire, ça ne veut pas dire que oui, on va se rendre compte que ChatGPT va tuer Google parce que Bard est arrivé. On rigole, hein? Mais je voulais parler de Google, mais j'ai laissé, vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo sur Google depuis. Je laisse d'abord tout ça passer parce qu'à la fin de la journée, ça représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Parce que si on va creuser sur ChatGPT, c'est la même bêtise que ChatGPT fait. Sauf que bon, vu que c'est Google qui a présenté la première fois, on se dit que non. La deuxième fois, on se dit que non, Google ici, ils ne présentent pas leur intelligence artificielle n'est pas au point, etc. C'est la même chose. Les deux font la même chose. Ils font rien d'extraordinaire. Peut-être même le truc de celui de Google est même plus avancé que ça, mais ne vous inquiétez pas, les deux font la même chose. À la fin de la journée, Google représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi 100 milliards, enfin, j'ai même pas besoin de comprendre techniquement. C'est vrai que ça, voilà, pour moi, c'est de plus en plus, c'est intéressant. De toute façon, on a eu 80 dollars ou 85 dollars sur cette entreprise-là. Donc, entre parenthèses, c'est juste pour mentionner qu'il faut faire attention au narratif du moment. OK? Donc, enfin, on va prendre le 6 930 ici pour finir. Bon, de toute façon, à la fin de la journée, ceux qui aiment la précision, 6 930, OK? Maintenant, on prend ici en termes de... Voilà, on a tous les éléments nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a 11 milliards, combien? 11 milliards 820 attendus cette année-ci. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de le prendre. J'ai le 800 millions ici directement. Donc, je vais prendre ça, 800 millions, multiplié par 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette aux alentours de 6 930, moins 6 930. D'accord? Divisé par le nombre d'actions aux alentours de 389, 3, 8, 9. Techniquement, on arrive à une valorisation de 23 dollars à l'action. OK? 23 dollars l'action en prenant en considération la dette. Mais comme je l'ai toujours dit, regardez ceci autrement. Le 800 millions ici, si on vous le verse par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez à peu près un rendement de 8%. Or, elle a décidé d'allouer une grosse partie de son capital ici au remboursement de la dette. Par rapport au nombre d'actions qu'on a présentement ici aujourd'hui et par rapport aux dividendes qu'on va avoir, on va payer les années les années prochaines, d'accord? Donc, à partir de 2023, on va avoir à peu près à payer aux alentours de 1,20$ par action. Donc, on va dépenser à peu près 465 dollars pour le dividende d'ici. Donc, le dividende actuellement, le rendement par rapport au prix actuel, parce que je ne pense pas qu'il soit déjà ajusté ici sur Coifin, le rendement de dividende par rapport au prix actuel sur aux alentours de 4% ici, c'est assez gérable. Donc, si on prend maintenant en considération la dette sur le dividende, par rapport à la valeur d'entreprise en date d'aujourd'hui qui est de 17 340, d'accord, si on prend en considération ici le bénéfice net actuel, on aura un rendement de 4,61. Donc, le dividende ici est de 4,44, donc on ne doit pas dépasser 4,61. D'accord? On ne doit pas dépasser 4,61% de rendement.
OK? Donc aujourd'hui, en distribuant 4,44, c'est correct. D'accord? Si on va au-delà de 4,61, commencez à vous poser des questions. C'est vrai que l'entreprise peut payer un rendement peut payer jusqu'à 8% au prix actuel, mais elle ne devrait pas dépasser 4,61. Pour moi, c'est comme ça que j'arrive souvent à voir si le dividende est safe ou pas. D'accord? Actuellement, tant qu'il est en dessous de ce chiffre-ci, on est assez correct. Et on s'entend également que les analystes s'attendent à 1 milliard d'ici 3 ans. Admettons qu'on est optimiste sur cette compagnie-ci, le 1 milliard x 20, ça fait à peu près 20 milliards ici. Moi, la dette nette actuelle, on va dire moins 7 milliards actuellement en date d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, divisé par à peu près 389 millions d'actions en date d'aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir un prix aux alentours de 33,41 $, l'action. Mais je répète toujours une chose, si on distribue le 1 milliard par rapport au prix actuel en date d'aujourd'hui, on a 10% de rendement. Si on le distribue par rapport à la capitalisation boursière, par rapport à la valeur d'entreprise en date d'aujourd'hui, on aura plutôt un rendement de 5,76%. Donc, techniquement, ce dividende-là pourrait aller jusqu'à 5,76% si on a 1 milliard de revenus. Donc, si on rembourse également la dette, on revend certains segments d'entreprise, etc., on aura tendance ici à avoir une dette de moins en moins élevée. Donc, c'est-à-dire un market cap qui sera de plus en plus élevé. Bref, c'est terminé pour le cours ici aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, VF Corporation maintenant, si c'est une compagnie qui vous intéresse, d'accord, je vais vous dire ceci, les mois à venir seront difficiles. Il ne faut pas l'oublier. Mais cette entreprise a la capacité de survivre. Ce n'est pas la première fois qu'elle va avoir à vivre des périodes difficiles. Ce n'est vraiment pas la première fois. Vous voyez, si les analystes s'attendent à peu près à avoir 2,9 $ en 2023, 2,9 $ en 2023, voilà. Si on réagit bêtement, on a à peu près le même prix ici aujourd'hui. Et en 2025, ici, on s'attend à peu près à 2,57 $. Même si vous l'évaluez ici à 10 fois les bénéfices, ici, techniquement, vous ne surpayez pas. Donc, le dividende en date d'aujourd'hui sera assez safe par rapport à ce qu'on vous versera dans le futur. D'accord? Donc, allez-y en profondeur. Comme je l'ai toujours dit, ne restez pas uniquement sur les éléments quantitatifs. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait ici aujourd'hui. Est-ce que vous aimez ce business model-là, etc. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et j'avais bien fait de m'intéresser uniquement à cette entreprise à 23 $ l'action. Donc, comme je l'ai dit, gardez-vous toujours une marge de sécurité. Aucune entreprise dans ce monde ne doit être achetée à n'importe quel prix. Même si vous recherchez un dividende et que c'est dividende aristocrate, dividend king ou je ne sais pas quoi, demandez-vous toujours est-ce que le prix actuel est judicieux par rapport au risque que j'ai choisi, par rapport au risque que je prends présentement en date d'aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Merci.